semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Agapite Napoléon Maforican. Il est juriste consultant, analyste chroniqueur politique. Il sera face au directeur de publication du quotidien La Dépêche, Joseph Perzo Anago. Avec eux, nous essaierons de décrypter l'installation des députés de la 8e législature. Nous allons commenter la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Nous allons commenter également l'élection, pour ne pas dire la constitution des groupes parlementaires, des différents groupes parlementaires, et également l'élection des présidents de commissions permanentes. En dehors de cela, nous allons également dire un petit commentaire sur les enjeux de cette législature, notamment la 9e législature. Et en fin d'émission, si le temps nous le permet, nous essaierons de commenter un peu cette actualité qui défraie la chronique, notamment la mise en vente aux enchères de 18 immeubles appartenant à Sébastien Germain à Javon. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo réalisée par les services médias de ESAE TV, une pub qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus de l'ESAE, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais en l'entame de cette émission, Agapite Napoléon Maforican. Perzo Anago, bonjour. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour Kader. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci de répondre toujours malgré les agendas divers. C'est un plaisir. Alors Perzo Anago, la 9e législature a été installée le dimanche dernier. Oui, le dimanche dernier. En tant que professionnel des médias, comment avez-vous suivi cette actualité et qu'est-ce que vous avez noté? Bon ben, comme en tout béninois, j'ai constaté que il y aura sûrement un semblant d'Assemblée nationale. Pourquoi parler de semblant, malgré les démocraties sont? Non, je vous en prie. Oui, il y aura un semblant. Eh bien, ce ne sont quand même pas 28 députés noyés dans un flot de choses, de mouvanciers qui va changer quoi que ce soit. Non. C'est-à-dire c'est une petite minorité. J'allais dire une minorité pour m'en contenter, mais je suis tenté de dire que c'est une petite minorité dans une mare de mouvanciers. Et donc, cependant, on doit reconnaître que ils vont relever un tant soit peu le débat, même si cela n'a pas d'incidence sur la vie du Parlement. On constatera tout au moins ceux qui aiment observer ce genre de passe d'armes, ils vont s'en contenter. Des gens comme moi qui aimons qu'on dialogue, qu'on discute et qu'on confronte les idées, bon, nous en aurons pour notre compte, même si ça ne peut pas aller au-delà. Donc, c'est ce pourquoi je dis qu'il y a un semblant d'Assemblée nationale qui se met en place. Okay, mais ce que le Parlement a été mis en place, les députés ont été installés. Oui. Oui, allez-y. Bon, on a constaté, comme vous et moi d'ailleurs, que le Parlement a été mis en place, le bureau, et les instances qui suivent. Et bon,
c'est vrai, vous viendrez par là, mais je voudrais peut-être anticiper pour dire, c'est vrai que certains ont constaté qu'à l'arrivée, il y a eu 30 voix pour le Parti Les Démocrates, qui en comptait véritablement 28. Moi, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne absolument pas. Ils en auraient eu plus, puisqu'on était dans un processus de vote à bulletin secret, que moi, ça ne m'étonnerait pas, dans la mesure où nous sommes dans une maison politique. Tout est politique. Personne n'est là en tant que technocrate ou spécialiste chevronné d'une question donnée. On est en politique où on négocie, on fait des marchandages à la limite, même si c'est pas bon à entendre, on fait des marchandages et à l'issue des marchandages, on a obtenu ce qu'on a avec comme deuxième vice-président, si je ne m'abuse, un certain Basile Arossi, et certains s'en sont fait la chaude gorge. Je dis, c'est normal. C'est normal. Si demain, on me dit que les démocrates ont concouru à voter pour une loi ou pour un texte qui ne va pas rencontrer l'assentiment de la population, je n'en serai pas étonné. C'est ça, en fait, le politique qui va se manifester à ce niveau-là. Donc, j'ai observé ça aussi comme vous autres. Et puis, ça ne me surprend absolument pas. Jusque-là, tout le processus ne me surprend absolument pas. Acabit Napoléon africain, même avis? Oui, je ne sais pas l'approche que Pedro a prise, mais c'est qu'on est en phase totalement. Parce que, bon, quand tu as déjà vu les législatures précédentes, il n'y a rien de nouveau dans ce qui s'est passé. J'estimais que ce qui paraît de Parlement monocolore était dans un jeu de mots et dans un jeu de circonstances, était dans la politique politicienne, parce que pour moi, le Parlement est le Parlement. Il fait un rôle de la politique, c'est l'institution politique par excellence. Donc, la 9e législature a répondu à sa configuration. 28 députés de l'opposition, plus 81 de la majorité. Bon, c'est une logique. En 2011, nous avions 30 contre 53 de la majorité. C'était 30 de l'Union vers la Nation, plus 41 de Foscori pour un Bénin émergent et 12 pour les affidés du FCBE. On avait ça. Donc, si je remonte un peu, en 1995, on avait qui était l'opposant, on avait 19, la FB 21, le UDS 6, ça faisait 27 ou 28, et puis bon, les autres forces étaient comme les MCC, les autres, il y avait 2, 3, 5. Donc bref, on remet les mêmes schémas. Aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, tout est en bloc. Et tout est en bloc. Quand vous prenez les démocrates, c'est un ensemble de partis, de petits partis, de micro-partis précédents. On retrouve dedans les FCBE. Ce qui en reste, on retrouve dedans ce qui reste des petites parties des autres qui n'étaient pas nécessairement yaïstes au départ. Quand vous prenez l'UPR, même chose. Quand vous prenez l'UPR, même chose. Aujourd'hui, mais les autres ont l'avantage d'être les partis qui sont déjà sur le terrain depuis 2019 et donc leur suprématie de fait s'est manifestée et aujourd'hui, ils contrôlent les instances parlementaires. Bon, c'est la règle du jeu. Pour moi, tout est dans les normes. Tout est dans les normes, selon vous. Alors, lorsque je me retourne vers vous, Perzo Anago, j'ai bien envie de savoir, comment appréciez-vous la reconduction de Louis Vlavonou à la tête du Parlement? Personnellement, je trouve que c'est un gâchis. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir faire au moins semblant de mettre un autre sang là. Parce que, quoi qu'on dise, tout à l'heure, il y a mon confrère qui disait que ça ne devrait pas être autre chose que ce que nous observons. Soit. Cependant, même des très proches du pouvoir, que nous appelons vulgairement les mouvanciers, à un moment donné, se demandaient, bon, mais comment est-ce que ça officiait? Au-delà des négociations qui conduisent à ces genres d'affaires au Parlement, il n'y a que la gestion du Parlement même. Lorsqu'on a observé ce que c'était un Parlement qui était ni plus ni moins une caisse de résonance du pouvoir. Et le grand chantre en était l'ancien nouveau président. Bon, alors moi je me dis, il peut beau jurer, il ne pourra pas être différent de celui qu'on avait connu avant. Et donc ça aurait été une bonhomie
on aurait constaté, même si c'est fait exprès, que quelqu'un d'autre se mette là. Bon, mais, et on ne me dira pas que c'est parce que le parti est dominant. Non. Même si le parti est dominant, il devrait y avoir, ce n'est plus le parti qui dirige en ce moment. Au sein du parti, il y a encore des têtes pensantes qui pouvaient valablement remplacer Louis Vlavonou. Moi, personnellement, je suis resté sur ma faim parce que je me disais, s'il avait été à une hauteur donnée dans la gestion du Parlement, mais j'aurais applaudi des mains et des pieds. Mais là, franchement, c'était pas beau ce qu'on a vécu. Ben, quelqu'un d'autre ne l'a pas non plus remplacé. Mais puisqu'on est habitué sous la rupture à ce genre d'acrobatie extraordinaire, bon, on ne peut que s'en contenter. Bon, je parle d'acrobatie, je ne voudrais pas citer ici et comment est-ce qu'on a vu un certain Job Benou devenu président d'un parti politique rapidement après avoir quitté l'Assemblée, quelques jours après, et ainsi de suite. Bon, là, c'est des acrobaties. La Cour constitutionnelle ou bien l'Assemblée? Il a quitté la Cour constitutionnelle pour devenir président d'un parti politique, rapidement, comme si au sein de ce parti, il n'avait jamais existé quelqu'un pour diriger le parti. Donc, bref, ces genres d'acrobatie et c'est extraordinaire, mais on est là, on vit ça. Parce que, on dit chez nous, vulgairement, à des moments donnés, un pouvoir vient vous marcher sur la tête. À un autre moment, un autre pouvoir vient vous marcher sur les fesses et que sais-je encore. Et donc, c'est le cas en ce moment. Sinon, lui, personnellement, il se serait mis à côté, quelqu'un d'autre aurait fait en sorte sa preuve que ça irait pour le peuple. Agapi, d'un problème africain, quelle est votre opinion sur la reconnaissance de Louis Vlavonou? D'abord, c'est interne à l'UPR, dans l'absolu. C'est le parti dominant. C'est qu'on devrait le dire. On doit le dire. C'est exactement ça. C'est dans le parti dominant qui choisit celui qui va diriger l'Assemblée. Donc, le parti dominant a choisi de continuer avec Vlavonou. Mais que pouvait Vlavonou dans une assemblée telle qu'on l'a connue en 2019? Je ne sais pas s'il doit aller faire venir les opposants pour parler à leur place. Quand il dit que qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il est de l'UP, il a en face de lui les meilleurs, et ils sont du même camp quand il allait faire. Il a dirigé l'Assemblée, qu'ils l'ont appelé monocolore, mais pour moi, il a dirigé l'Assemblée. Il a bien dirigé par ailleurs. Parce que ce qui va rester, c'est que nous avons quitté l'improvisation pour aller dans une assemblée enfin structurée. Lorsque on sait que l'assemblée a été dirigée par des personnalités de haut rang, de haut calibre, comme Maître Adrien Mbedji 3 fois, par Bruno Amoussou, par Mathieu Kofi Nango 2 fois, le professeur, et par Edikola Ale, l'homme politique qu'on connaît, et que ce soit le douanier qui vient pour mettre un peu d'ordre. Je dis que quand même, on s'est amusé. Vlavonou a mis de l'ordre à tous les niveaux de l'institution parlementaire. C'est vrai, Maître Adrien Mbedji avait démarré, mais vous voyez les temps où Houedji pouvait autoriser le ministre porte-parole du gouvernement à réfectionner son bâtiment, son bureau d'à côté, avec même les frais parlementaires, sans que le président de l'Assemblée nationale ne sache. C'était ça avant. Aujourd'hui, je ne sais pas si un questeur peut se le permettre. Pourtant, avant, on pouvait réfectionner les véhicules de l'Assemblée nationale et en même temps les céder à bas prix ou totalement à vulgaire prix. Donc, aujourd'hui, c'est difficile de gérer tel qu'on gérait. Même les médias qui avaient des contrats savent. À la fin de la législature précédente, de la 7e, il y avait des contrats qui étaient signés qui n'ont jamais été honorés. Mais avant que de nouveaux contrats soient signés avec la 8e législature, c'est pratiquement vers la fin. Parce que les procédures ont été aussi longues, l'assainissement a pris du temps. Donc, moi, je garde au moins de cette législature le temps de l'assainissement. Et ça se traduit dans le règlement intérieur. Mais après ça, la gestion politique de Vlavonou ne souffre d'aucune insuffisance. Pour moi, il a fait le job. Il fallait faire le travail. Il a fait le job. Et contrairement à ce que les gens disent, quand vous regardez la qualité des lois votées, quand vous regardez même le niveau du contrôle de l'action gouvernementale à travers les questions orales et les autres, vous allez voir que aucun parlement n'a fait autant. En tout cas, du point de vue qualité et quantité, la 8e législature est entrée dans l'histoire. Ça, il faut le dire. Et alors qu'elle n'a pas fait les 4 ans rigoureux, révolus, elle a fait 3 ans, 7 mois, 8 mois. Ça, c'est important. Maintenant, là où je rejoins Perzo, mais qu'on n'a peut-être pas la même cause, c'est que moi, j'ai eu l'impression, et ce n'est pas une impression, le mandat raccourci, Covid-19 sur 1 an et demi, 2 ans,
Ça fait qu'on a eu l'impression que c'est le Parlement le plus opaque dans la gestion. Ça, c'était enfermé. Et ça, je pense qu'il y a eu des facteurs qui justifient cela qui selon l'ont vous. justifié. Moi, chroniqueur parlementaire et citoyen libre qui allait au Parlement suivre les débats parlementaires, je n'ai pas eu droit à cela. Et je pense que c'est vrai, il y a la radio hémicycle, il y a la télévision hémicycle, mais il faudrait que l'Assemblée nationale prenne les dispositions pour permettre à ceux qui veulent aller suivre les travaux de vigile d'y être. La loi l'a permis. Et il faudrait que les réformes nous amènent là. Le plaisir à être dans l'institution parlementaire et de regarder les députés, là, c'est la loi qui l'a dit, les débats sont publics. C'est public. Donc, le public est autorisé à suivre la plénière. Donc, il faudrait lui donner l'occasion ceux qui veulent se déplacer dessus, qu'on leur donne l'occasion, qu'on crée les balises qu'il faut, qu'on crée les types de sécurité, mais qu'on permette aux médias, comme aux citoyens qui ont envie de suivre les débats parlementaires, de les suivre. Je pense que ça, c'est important. C'est ce que j'ajoute. C'est le défi que Louis Vlavonneau a, mais je ne suis pas pour le surpris compte du tout. de la Je 9e pense législature. que sa reconduction est la meilleure chose qui pourrait arriver. Il n'a pas fait moins que Aléadine Béji qui a fait 3 ans. Il n'a pas fait moins que Idjikola et que Mathieu Kofinago qui a fait 2 mandats de suite. Président Ago voulait réagir, c'est vrai. Oui, mais lors de son élection, on a constaté que 2 députés de la mouvance présidentielle ont eu à voter pour la candidate de l'opposition. Quelle interprétation faites-vous de ce acte? Non, mais cela ne fait qu'expliquer ce que je disais tantôt. C'est vrai que mon confrère, je lui voue un respect en une matière donnée, en matière parlementaire. Mais là, c'est qu'il a dû faire économie de professionnalisme en cette matière. Je ne dis pas que le journaliste est resté le journaliste, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais le journaliste parlementaire que j'ai connu, qui a écrit un ou des ouvrages et autres, ce n'est pas lui qui se révèle en moi. Mais là, je n'ai pas de jugement de valeur à faire à son Merci. Cependant, je dois constater, il le sait, que tout à l'heure, vers la fin, il a dit ce que je tentais de dire. C'est-à-dire, et en même temps, je lui réponds pour dire, comment voudriez-vous que 2 frères siamois puissent se clasher gentiment, se clasher réglementairement dans l'arène de l'hémicycle? Ça ne peut pas se marcher. D'où c'était pas la faute à Louis Vlavonneau. Ah non, je vous en prie. Même si on n'arrive pas à se clasher réglementairement, on peut interpeller le gouvernement sur la crise du Nigeria, par exemple. Je ne voudrais pas citer ça, hein. Lorsqu'on a eu la fermeture de frontières ici, dans un autre parlement ailleurs, je suis presque certain qu'on interpellera le gouvernement qui va pouvoir se prononcer là-dessus. Durant tout ce temps où le pays l'a senti dans toutes ses entournures, on n'a jamais entendu la voix de l'Assemblée nationale. Et ça, par exemple, quand on est 2 frères siamois, on a quitté la maison, on dit on ne va pas faire mal à papa. On vient à l'Assemblée, on ne peut pas le faire. Et donc, c'est ce que je suis en train de dire ici. Et donc, je vous en prie. Quand il a pris la parole tout à l'heure, vous l'avez laissé, hein, il est allé à son aise. Alors, et puis il est à l'aise encore, en plus. C'est pour dire, je suis entièrement d'accord qu'à l'interne, qu'il y ait des réformes et autres, quoi de plus normal, j'applaudirais. Mais là, mon confrère a semblé mélanger les choses. Les réformes internes, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'irais chercher à l'intérieur de comment l'Assemblée a pu réguler les choses, corriger sa gestion ou faire des réformes pour comment gérer les contrats? Ça, c'est leur tâche interne. Mais du dehors, moi, qui les ai payés, qui les paye de mes impôts pour qu'ils puissent m'offrir ce dont j'ai besoin, je n'ai pas eu la satisfaction. Et qu'on me dise maintenant qu'il a été le meilleur chef du Parlement, alors là, je ne suis que vraiment éberlué. Alors, l'autre chose que je voudrais dire pour terminer, parce que vous m'obligez à terminer. Je vous oblige pas mais c'est ce encore. que je constate. Si on devrait chronométrer, j'ai plus très peu de temps de parole. Ah bon? Oui. Il faut chronométrer maintenant. On va mettre le sablier. Donc, alors, vous savez, tout à l'heure, mon confrère disait que, comme Parlement, le Parlement, la 8e législature a joué pleinement son rôle. Je voudrais dire, non, je mets un peu de réserve. Et lorsque je ne vais pas prendre le risque de citer des parlements dont nous sommes inspirés, des pays dont nous sommes inspirés, leur parlement. Qu'on aille chez les anglo-saxons, quoi qu'on dise, le parlement, on discute. On discute. C'est-à-dire, on discute chaudement. Vous en avez constaté là? Non. On interpelle le gouvernement, même si c'est le gouvernement qui nous a envoyés là-bas et que nous sommes ses répondants, on devrait, au nom du peuple,
dont nous répondons. Il y a eu des questions. Bon, si vous êtes le représentant de l'Assemblée Non, nationale non, ici, non. vous pourriez y aller. Hein. Bon, mais ce que j'ai constaté, c'est Perso. qu'on est reçu notre fin. Cependant, moi, je ne voudrais pas, c'est pas que je crois à 100% au parti Les Démocrates. Je l'ai dit à l'entame de ce plateau pour dire que ce serait une petite goutte d'eau dans l'océan. Cependant, et je voudrais bien le croire, Nouré Mouachade, le président du groupe parlementaire qui a fait sa proclamation, a annoncé les couleurs. Je ne voudrais pas dire que ça va se passer exactement comme il a dessiné. Mais tout au moins, nous allons sentir cet engouement désormais encore au niveau de l'hémicycle où les gens voudront écouter ce qui se passe. Même si ça ne servira plus à grand-chose, on va l'écouter. On n'en a jamais entendu parler. J'ai cité juste le cas du Nigeria, ce n'est pas seulement ça. Il y a eu beaucoup de questions sur lesquelles le gouvernement n'a jamais été interpellé. Mais on pose des questions qui vont faire plaisir au gouvernement, à la limite. Mais ce n'est pas ça le rôle d'un Parlement. Et puis on dit, c'est vrai, ce Parlement a été prolixe, le Parlement sortant, en matière de vote de loi, d'accord. Mais toutes ces lois, sont-elles véritablement de bonnes lois pour le peuple? C'est une question. Merci à vous, Perzo Anago. Je me retourne vers Agapiti Apemaforico. Certains analystes estiment... Il n'a pas de bruit à son aise. J'espère que... Non, j'ai peu parlé. Vous m'en donnerez acte. Alors, Agapiti, certains analystes estiment que le constat effectué que 2 de la majorité présidentielle auraient voté contre l'élection de Louis Vlavonou est l'expression de certaines fissures au sein de la mouvance présidentielle. Est-ce que vous partagez cette analyse-là? La mouvance présidentielle n'est pas statique. Et les députés sont libres. Et vous l'avez vu avec ces deux-là. Et en 2019, déjà, Vlavonou n'a pas eu l'entièreté des voix. Il y avait 3 abstentions lors du vote. Il y avait 81 votants. Il a eu 78 voix. Il a eu 3 abstentions. Donc, ça veut dire que déjà en 2019, il n'avait pas eu la totalité. En 2023, il a presque le même temps. Il a eu 77 contre 79 possibles. Il y a eu 2 qui étaient en balade en face. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les gens ont la liberté d'y aller. Mais l'analyste peut aller plus loin. Et ça, c'est ce que vous faites et c'est porteur. Ça montre simplement que rien n'est statique. Et que la majorité des départs ne sera pas la majorité d'arrivée. Ça, moi, en tant qu'analyste politique, je suis convaincu que la majorité des départs ne sera pas la majorité d'arrivée et que les lignes vont bouger. Tout simplement parce que nous sommes dans une phase transitoire. Ce n'est pas décennie. Les lignes vont bouger de l'opposition de partout. Les lignes vont bouger de partout. Les lignes vont bouger de partout parce que nous sommes dans une phase transitoire. Il y a une décennie qui finit. Ceux qui disent qu'ils sont aujourd'hui opposants, ils sont opposants de partis de talent. Ils jouent le troisième tour que Boni n'a pas pu avoir. C'est un peu c'est ceux qui jouent le troisième tour de Boni Yahi. Oh, en 2026, il y aura un nouveau tour. Puis de toute façon, ni Boni Yahi, ni Zinsou, enfin peut-être Zinsou, ça va pas changer 10 ans, ni Patrice Talon ne devraient être candidats. Donc du coup, c'est 2 nouvelles têtes. Et donc, qui te dit que ceux qui sont aujourd'hui démocrates ne se retrouveront pas dans ceux qui soutiendront les pouvoirs de 2026, c'est que parmi aujourd'hui, ceux qui sont UPR ou bien Bloc républicain ne se retrouveront pas dans ceux qui ne seront pas totalement d'accord. C'est d'abord ça. Là, ce qu'on appelle des frères siamois, lorsque Patrice Talon ne sera pas candidat, et peut-être eux, ils vont devoir avoir leur candidature individuelle, il se pourrait que, donc il n'y a qu'un seul siège. Et donc, du coup, on verra la différence. Au moment où les partis naissaient, c'est la même personne qui a ouvert le champ à tout le monde pour qu'ils puissent entrer dans chaque parti, que ce soit de FCBE, de RB, de Falafia, de PSD, chacun a choisi son parti. Mais dans 2026, il n'y aura plus ça. Donc, les camps vont se radicaliser progressivement pour que l'étanchéité va finir par exister. Ils ne seront plus frères sur moi dans quelques années. Donc, c'est d'abord ça le principe. Donc, prenons ce qui s'est passé de 2019 à 2023 comme un fait anecdotique. Il fallait bien démarrer. Ça a démarré. Personne n'était totalement, disons, très content de comment ça s'est passé. Mais il fallait bien un Parlement. Et pour moi, je le dis toujours, un Parlement est un Parlement. Il a beau être monocolore, bicolore, tricolore, c'est un Parlement. Donc,
les débats parlementaires, si la question orale, tout ça là, pouvait faire développer un pays, mais franchement, Eric Oundete aurait été franchement le leader du développement du pays, parce qu'il en a posé tellement à Boliaï et à son gouvernement que, bon, je ne sais pas ce que ça a apporté fondamentalement. Et puis après, il a rallié, finalement. Donc si en posant des questions, on rallie le camp, finalement, contre lequel on pose des questions, là, je ne sais pas si ça nous apporte quelque chose de fondamental. Mais moi, population, moi, citoyen, j'ai vu quelqu'un comme Oundete poser beaucoup de questions à Yahi, et après, il a rejeté ce camp. Alors, donc, finalement, est-ce qu'il a eu des réponses appropriées à ces questions? C'est la question. Mais moi, peuple, je ne sais pas si les questions ont eu des réponses. Parce que j'ai suivi les questions, j'ai suivi les réponses. Alors, lui, il en posait. Il n'était même pas attentif aux réponses, mais il avait sa glisse de questions Non, ça, c'est pas ça le contrôle de l'action gouvernementale. Je pense que sur les tropiques, nous devons gérer. Moi, je ne suis pas de type... Si moi, je dois mettre en place un parlement, c'est pas celui-là. C'est pas un parlement de... Même si vous êtes opposant, même s'il y a 55 majorités, comme on a eu en 2015, à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale de 2015, oui, Koutié, 41, on va dire 42, mais après, de manière fondamentale, les lois même votées par ce Parlement, même à majorité, les gens sont allés contre. C'est de dire quoi? Le problème, le verre est dans le fruit. Le problème n'est pas au Parlement. Le problème, c'est la classe politique que nous avons, c'est l'acceptation du jeu politique. Donc, les deux dont vous parlez, leur vote est anecdotique. Pour moi, c'est pas son. Pour vous, il n'y a pas péril à la demeure. Mais des phénomènes du genre arriveront. Ouais, parce que merci. Ce n'est pas que sur l'élection du président que l'année passée. Cette tendance est restée jusqu'à la fin. Le seul qui a été mieux élu, c'est le deuxième vice-président qui avait le soutien de la majorité de la minorité. Mais après, aucun n'a eu 79 voix comme ça devrait l'être, normalement. S'ils avaient donc, ils ne sont pas godillots, ils sont libres, ils soutiennent la même personne politique. Mais ils ne sont pas godillots, à mon avis. Je pense que chacun d'eux a la latitude. Merci pour cet d'aller éclaircissement. dans le sens qui lui est propice. Alors, Père Donago, un autre fait qui a quand même retenu l'attention et qui a suscité des débats au sein de l'opinion, c'est que un procès a été fait aux députés élus qui n'ont pas siégé et qui ont démissionné. Je veux donner pour exemple illustratif le cas Djogbenou, le cas Biotchane, pour ne citer que cela. C'est vrai, je ne suis pas juriste, hein, mais il y a une certaine école qui soutient qu'en réalité, c'était d'abord d'aller à l'Assemblée et de démissionner ensuite. Et que ça, ce serait donc dans les règles du Parlement. Mais le faire avant d'aller au Parlement voudrait dire qu'on a renoncé à son poste, ce qui suppose que son suppléant aussi en sera impacté. Je dis, il y a des écoles. À chacun son école. Oui. Mais moi je voudrais m'inquiéter d'une situation. Est-ce que c'est une bonne chose pour nos gouvernants, c'est-à-dire de s'amuser à nous mettre dans ces épreuves? Qu'est-ce qui aurait été préjudiciable à un ministre qui s'est porté candidat, qui a été élu? Qu'est-ce qui lui aurait été préjudiciable d'attendre les quelques jours, d'aller à l'Assemblée et d'introduire sa démission? On l'a vu dans le passé, hein, à moins que je ne m'abuse. Ben, on l'a fait, et moi je me dis, c'est ce que moi j'appelle de l'arrogance. Ce n'est pas, je ne le dis pas de façon péjorative, je dis, ça c'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance parce qu'on se dit, mais de toutes les façons, c'est nous, et qu'est-ce qui va arriver? Et rien n'arrivera. On a vu la démission du président de l'Assemblée, de la Cour constitutionnelle. Cela m'est resté au travers de la gorge jusque-là. J'ai vu un peu ce que c'est. C'est-à-dire, j'ai vu des gens ici, sur ce plateau, partis de la HAC, qui ont observé plus de 6 mois de réserve. Je ne voudrais pas citer celui qui est en face de moi ici. Mais où tout ça est passé aujourd'hui? Aux autres, les lois, et à nous autres, l'arrogance. Je note dans ce que vous venez de dire que c'est de l'arrogance, que de ne pas attendre d'aller à l'hémicycle pour le faire. Mais ceci m'amène à rappeler rapidement ceci. Tout à l'heure, mon confrère disait, il donnait pratiquement un blanc-seing à l'Assemblée sortante. Mais moi, j'ai appris qu'il y a une prime. Il y aurait eu une prime, je voudrais mettre ça au conditionnel, qui aurait été octroyée aux députés sortants, qui ne sont même plus au Parlement, alors qu'ils avaient eu déjà tout ce qu'il faut comme prime. C'est-à-dire que ceci a été inventé de toutes pièces. Je voudrais, avec toutes les réserves
requises, dire, mais si une telle chose a pu s'opérer, je range ça aussi dans le volet arrogance. C'est-à-dire, on le fait, on se dit, rien n'arrivera. Et rien n'arrivera, effectivement. Si ceux qui ont démissionné hors Assemblée nationale, sachant pertinemment qu'en le faisant, ils mettent en difficulté même le poste que devrait occuper valablement leur suppléant, ben, ils l'ont fait. C'est qu'ils savent que venant d'eux, il n'y aura pas de problème. On peut casser les pieds aux règles. Ça ne posera pas de problème. Ça, c'est mon opinion là-dessus. Maintenant, j'attends les spécialistes, les juristes. Je crois que Agapit Napoléon Forécan est juriste consultant. Consultant. Qu'est-ce que le consultant pense? Non, écoutez, je pense que je suis d'accord aussi sur le principe. Mais après, sur le fond... Le principe, c'est lequel? Le principe que tu défends, c'est-à-dire que pour moi, j'estime que le député devrait aller d'abord. Puis tu es candidat. Tu avais déjà une posture avant d'aller en campagne. Quand je prends Cécile Aoumène, la doyenne, le vice-président de la HAC, moi j'ai trouvé son fonctionnement correct. Pour moi, c'est ce que ça devrait être. Tu viens, tu étais déjà vice-président de la HAC. Tu as désiré postuler pour être député. Tu es élu. Naturellement, tu dois être député. Puisque la fonction antérieure, tu l'avais. Tu n'étais pas tenu d'être candidat pour la fonction qui suit. Mais dès que tu es candidat et tu as eu le vote du peuple, normalement, c'est la fonction nouvelle que tu prends. Moi, cette démission avant, ou ce que M. Diogono appelait renonciation, pose un problème, effectivement, pour moi, de principe, d'éthique. Hein? Ça pose un problème d'éthique. Pas de droit. Mais c'est un problème d'éthique, à mon avis. On n'a pas respecté le vote de l'électeur. Pour moi. Et ça, c'est les travers de scrutin de liste. Parce qu'on n'est pas le député, l'élu de la nation, on n'est pas redevable envers l'électeur stricto sensu. Quand moi je prends mon véhicule, je vais voter à Porto-Novo. Pas de mal que je réside depuis longtemps à Cotonou, mais parce que pour les élections locales, je me dis, les miens étant à Porto-Novo, même si le député est l'élu de la nation, je vote pour les miens à Porto-Novo, par exemple. Alors quand je prends mon véhicule, je vais voter pour quelqu'un à Porto-Novo, qui est élu, mais qui renonce, alors que c'est pour lui que je vais voter. Ça pose un problème. C'est vrai que les 109 députés sont mes élus. D'accord, parce que je suis parmi le peuple. Mais quand même. Donc pour moi, cette renonciation avant terme pose un problème. Mais on l'a connu effectivement il y a 4 ans. C'est dommage que ça ait pu évoluer de cette manière avec Mme Talata. On l'a connue, elle a remplacé sur le... mais Sakarafi avait quand même fait la rentrée parlementaire. Il avait fait la rentrée parlementaire avant que la dame démissionne. Puis c'est le lendemain qu'il y a eu l'élection du bureau, il y a 4 ans. Et donc, c'est dans la foulée qu'il a démissionné et que Talata est arrivé pour entrer au bureau. Et on avait dit qu'il fallait, bon, c'était à cause d'un certain nombre d'équilibres. Mais cette année, quand même, les 5 ministres qui ont démissionné et le professeur Diogono, je pense qu'ils auraient dû respecter le vote de l'électeur, aller au Parlement, prendre les possessions pour être installés, et maintenant, après. Aussi, parce qu'aujourd'hui, il se pose maintenant le débat sur l'article 92 de la Constitution. L'article 92 nouveau, qui parle de député qui a appelé à une fonction républicaine, une fonction nationale, peut aller reprendre son mandat. Alors, la disposition de l'article 92 est claire. Il y a une conditionnalité, c'est-à-dire appeler à une fonction républicaine. Or, il se fait que la fonction antérieure est connue avant que tu postules. Oui. Tu es député une fois que tu avais l'autre fonction. Donc, ce n'est pas une nouvelle fonction. Tu savais ça. Donc, de manière opportune, tu as postulé. Tu es élu député. Tu y renonces. Donc, ce n'est pas au respect de l'article 92. Aucun d'eux, d'ailleurs, ne l'a dit. Aucun d'eux ne l'a cité. Tout comme le ministre Abimbola qui a évoqué l'article 12 du règlement intérieur n'a fait allusion. Donc, aucun d'eux n'a fait allusion à l'article 92. Donc, j'espère bien que une fois quand ils iront par, peut-être certains vont être reconduits au gouvernement ou pas, après d'autres ne reviendront pas pour évoquer l'article 92 de la Constitution de remanier, parce qu'ils ne seraient pas dans ce cas-là. Sauf si, non, nous faisons de l'analyse, sauf si la Cour constitutionnelle faisait une lecture, parce que bon, la lecture est toujours une question d'option. Donc si la Cour faisait une lecture, mais du point de vue stricto sensu, ils ne sont pas dans les dispositions de l'article 92. Donc voilà. Donc si on fait le point, honnêtement, moi, je pense que cette démission aurait dû attendre aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, on a fini de faire la mise en place. Bon. Maintenant, quand vous regardez, au fait, quel est l'impact principal? C'est Orden qui prend la commission de la loi, de la loi.
Ça veut dire que dans le bureau de l'Assemblée nationale, il n'y a aucun qui est pris, il y a aucun remplaçant, il n'y a aucun suppléant qui soit membre du bureau de l'Assemblée nationale. Or, si aucun suppléant ne devrait être membre du bureau de l'Assemblée, bien, pourquoi n'a-t-on pas attendu le lendemain, 3-4 jours pour faire? On aurait dû faire ça. Mais ils ont créé une situation de droit, de fait, que désormais le juriste devra prendre en compte. Le législateur devra prendre en compte. Alors, aujourd'hui, Père Zonago, elle est installée la 9e législature. Selon vous, quels sont les enjeux qui s'imposent? Pardon. Les enjeux, ils sont mieux placés pour connaître les enjeux que moi. Mais ce que moi, je voudrais simplement insister pour avoir de cette 9e législature, c'est respecter les élus. Tout à l'heure, le conseiller disait qu'ils n'ont pas respecté. Certains, ce faisant, donnent l'impression de ne pas respecter le vote de l'électeur. Enfin, si je veux le paraphraser. Hein. Mais je voudrais dire que la 9e législature, commençant, doit s'ingénier à respecter les électeurs qui les ont envoyés là-bas. Et non penser à un mandataire, c'est-à-dire à un commanditaire, c'est-à-dire, je voudrais dire, à quelqu'un qui les aurait envoyés là-bas. Non. C'est-à-dire, c'est le peuple. C'est le peuple qui les a envoyés. Ah ben, je dis, devrait rester dans la posture de ce que le peuple a envoyé et non de ce que quelqu'un a contribué à envoyer. Mon langage est tellement d'une clarté limpide. Il y a une situation derrière, quoi. C'est pour ça qu'on... Ah ben évidemment. Ouais. Bon, donc c'est cela. L'enjeu principal pour moi, c'est ça. Et donc, non, mais pour moi et pour beaucoup de personnes d'ailleurs, et je ne suis pas sûr que le conseiller en face, j'ai pris cette habitude de l'appeler conseiller parce que n'est pas sans ignorer qu'il a été à la HAC. Tout à fait. Alors, ces députés, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, devraient intégrer cette dynamique. Ils ne sont pas là pour Talon, ni pour Yaïboni, ni pour quelqu'un d'autre, mais ils sont là pour le peuple. Et si c'est le cas, je suis certain que nous serons heureux cette fois-ci. Moi, je ne l'étais pas, ça je l'avoue. Nous serons heureux cette fois-ci. Ceux qui n'étaient pas heureux le seront désormais de cette législature, la 9e. Mais si la majorité ou même la minorité se met à jouer contre les impératifs du peuple, bon, ça ne va pas être différent de ce que nous venons de traverser. Franchement, moi, je n'étais pas heureux de ce qui s'est passé. Alors, Agapit, c'est la même question. Non, moi, je pense que il n'y a pas grand-chose à attendre de cette 9e législature. L'essentiel a déjà été fait par la 7e et par la 8e. Là, maintenant, c'est une transition, une douce transition vers les élections générales, Pour moi, j'ai toujours estimé que nous sommes dans une phase transitoire depuis l'arrivée du président Talon, qui a lancé des réformes courageuses, difficiles, parfois suicidaires, prenantes. Hein, ça, c'est lui-même le dit. Donc, non, il suicidait, donc il n'en est pas mort. Donc, ah non, pas pour lui. Donc, il n'y a pas de suicidaire. C'est vrai qu'il a dû laisser quand même beaucoup de lui-même dedans parce que l'investissement est énorme. Surtout quand tu es comme Patrice Talon, un homme déjà totalement accompli avant d'arriver au pouvoir et que tu peux faire tes 5 ans ou tes 10 ans tranquilles, les deux pieds au mur en disant moi je suis déjà un homme accompli, j'ai mon argent, j'étais un maillant, j'ai fait manger tous ces gens-là, ils me mangent tout dans les mains. Donc c'est un messie. Je peux faire. En tout cas, tous ceux qui sont là, c'est un grand... Il a aspiré à ça parce qu'il veut en tirer quelque chose. Bon, moi je ne lis pas dans sa tête, mais moi je dis il aurait pu faire ça tranquillement, douillet, un bon mandat, mais en se donnant autant de peine pour atteindre ces résultats que nous avons quand même difficilement, mais auxquels on est parvenu aujourd'hui dans ce Bénin dont tout le monde rêve, ce Bénin qui change, ce Bénin transformé, ce Bénin révélé à lui-même. D'abord, avant d'être révélé aux étrangers, ce Bénin que des gens qui ont quitté le pays il y a quelques années seulement découvrent. Ce Bénin que Boni Yahi a découvert au palais en voyant tellement le changement qu'il y a eu. Tout ça montre que, en réalité, c'est quoi? Quand on a fini tout ça, ce Parlement dont vous parlez, regardez l'investissement du Patrice Talon en 2019. Pourquoi on n'en arrive pas là? Il a quand même fait. Bon. Aujourd'hui, l'analyse ne va pas
s'appesantir, on va dire non, c'est lui est payé pour dire non, lui c'est un yaïste, lui c'est un taloniste. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, là vient donc Boury et Patrick Talon a fait un énorme terrible. Moi, j'ai documenté les réunions qu'il a faites en février 2019, en fin mars 2019, la commission paritaire Adrien Mbedji, le rejet des signatures Rigondete et Gabayaya, la déclaration de Boni Yahi donner réquitus à tout le monde, ça nous a conduit là où on est allé. Ça, l'analyste ne peut pas perdre ça de vue. Mais finalement, peu ou pro, on est aujourd'hui quand même un beau 17 février 2023, un samedi 18 février. Donc on est aujourd'hui un 18 février 2023, où nous avons la 9e législature en place, avec l'opposition qui siège pratiquement avec le tiers ou le quart de l'Assemblée, de l'Assemblée. C'est pas rien, c'est déjà beaucoup par rapport au précédent. Même si on laisse le cas 2019, c'est déjà beaucoup par rapport à d'autres assemblées qu'on a eues entre la première et la 7e législature. Donc c'est dire que c'est déjà ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer entre aujourd'hui et 2026? Pas sûr, pas grand-chose que quelques réglages et surtout la préparation de 2026. Ce qui va se passer, moi, j'attends pas grand-chose que des réglages, des lois à parfaire, à relire, un certain nombre plus de grandes réformes. Je ne vois pas Patrick Talon lancer aujourd'hui encore de grandes réformes. Je pense qu'il a atteint le niveau. Lui-même a mis son second mandat, il a déclaré ça un mandat éminemment social. Donc il n'est plus dans les grandes réformes. Donc, les acteurs politiques eux-mêmes s'interrogent sur la suite. Parce que les deux dont vous parlez, qui vous dit les sentiments des partisans, des membres de l'UPR, est-ce que tous sont nécessairement dans l'euphorie encore? Est-ce que les BA là, ils sont tous encore dans l'euphorie? Est-ce que dans l'euphorie de 2019 par exemple, est-ce qu'ils y sont encore? Pas évident. Surtout quand vous regardez les changements qui ont eu lieu là. Le bureau rajeuni, pratiquement. Les bureaux des commissions rajeunis, pratiquement. Mais je ne pense pas que certains peuvent être contents. Donc, à ces deux niveaux déjà, il y a des questionnements. Au niveau de l'opposition, les démocrates, eux aussi, aujourd'hui, ils sont affidés pratiquement à Boni Yahi. Mais il y en a qui ont bien envie de se libérer, de se défaire de la tutelle. Et alors, se défaire de la tutelle, mais pour aller où? Mais s'ils quittent Boni Yahi, mais ils n'ont plus rien. Le réceptacle a disparu. Parce qu'ils s'opposent à qui? Il y en a, la plupart, on ne les connaît même pas. Donc, c'est là le grand défi de 2023, 2026. Pour moi, le défi est là. Un rechamboulement, quelques réglages à l'Assemblée nationale, les fonctions régaliennes, et après, nous voilà en 2026. Voilà comment moi en je vois, 2026. Voilà, Père Zanago, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voudrais simplement constater que on parle aujourd'hui de la présence de l'opposition. Mais moi, je dis cette présence est tellement minoritaire, et je le dis déjà, cette opposition ne peut avancer sans le bon vouloir et le total bon vouloir des autres partis de la mouvance. Ce qui se fait déjà sentir que, on a vu un député qui a crié à UA que les représentants de l'opposition à l'Assemblée ont demandé une révision constitutionnelle. Donc, je suis allé chercher dans la déclaration, la très longue déclaration de Noureddin Acharé. Beaucoup de Noureddin Acharé. Je n'ai pas vu trace d'une quête de révision constitutionnelle. Bon, enfin, peut-être que je n'ai pas bien lu. Alors, c'est dire donc quoi? Qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où, se sentant, avant d'aller aux élections, se sentant minoritaire, ils le savaient, les députés, les candidats à la députation le savaient, qu'ils ne vont pas mener long. Le terrain était déjà miné, mais ils y sont allés. Ils en sont sortis avec 28 députés. Ils ne feront pas le poids en face des autres. Pour atteindre un objectif aujourd'hui qui puisse avoir d'impact sur la vie de la population, ils sont obligés de composer avec ceux qui sont à l'intérieur. Donc, c'est ce que moi, je voudrais constater. Oui. Mais ne pas composer pour composer. C'est-à-dire, la compromission pourrait nous ramener à ce que nous avions vécu. Je dis ce que nous avions vécu n'était pas ce qu'on avait le plus souhaité.
Mettons de côté des réformes qui auraient été salvatrices et tout le reste, mais toutes les réformes n'ont pas été salvatrices. Je suis désolé. C'est des faits Il y en a qui sont qui ont contribué à faire harakiri au peuple. Je suis désolé de le dire. Ne me demandez pas de les citer. Nous le savons tous ici. Et donc, c'est cela aussi, c'est ce qui me fait peur. Je me dis... On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ben, si on casse trop d'œufs, on n'aura plus d'omelette. Père Lago, Agapé Diabloma Foykan. Non, je pense que le père demande à l'opposition quelque chose de compliqué. Non. Soit ils composent et ils deviennent des collabos. Donc, ils seront la 5e force politique, comme vous le dites. Parce que, comme les FCBE sont la 3e force politique, je pense que les démocrates risquent d'être la 4e force politique ou la 5e force politique de Patrice Talon. D'autant que le fait même que la Cour constitutionnelle leur ait permis d'aller de déroger à cette rigueur de critique fiscale à un moment donné, a fait dire certains que bon, c'est Patrice Talon qui a confectionné la liste. Et ça a fait le tour du... Tu as beau expliquer que c'est pas possible, mais on te prend pour quelqu'un qui n'est pas dans le pays. Donc, les gens ont des constances. Ils ont des constances que tu ne peux même pas aller dedans pour dire autre chose. Donc, cette opposition-là a besoin d'un élément de langage que nous lui a servi dimanche dernier. Un très beau coup, je dis, mais le parfait coup de l'opposition depuis que moi je connais l'Assemblée nationale, c'est ce coup-là, c'est ce jour-là. Parce que là, au moins, la tribune était offerte, le créneau était offert, l'auditoire offert, tout était bien et la voix était audible et intelligible et la rhétorique suave et tout était parfait. Alors, presque parfait, je veux dire, parce que quand on a voulu aussi aller trop loin dans l'analyse, enfin dans les diatribes revendicatrices ou dans les jérémiades, finalement, on est allé dans le déni de la démocratie totalement. C'est comme si rien, le pays est mauvais, tout est mauvais, le peuple ne sent rien, tout le monde a faim, et pourtant tu vois les gens joyeux circuler, un pays tranquille, réformé, remodéré, des pratiques assainies, beaucoup de choses qui marchent, qui fonctionnent, des salaires totalement doublés par-ci, doublés par-là, remontés par ailleurs, tout ça là, c'est quand même dans ce béret. Mais ça là n'est pas vu par nous Machari. Donc, il y a ça. Mais vers la fin, le même dit, nous allons quand même nous demander au chef de l'État, nous allons travailler avec lui pour qu'on nous fasse sortir certaines personnes. Bon. Là, il va falloir que les démocrates se retrouvent pour faire ce qu'on... Soit ils font une équation, soit ils font une inéquation. Mais il faut bien qu'ils s'essayent à la mathématique pour savoir concrètement qu'est-ce qu'ils veulent. C'est une équation qu'ils veulent résoudre ou c'est une équation. Parce que l'un ou l'autre, ce n'est pas nécessairement la même chose. Seulement, les deux ont un problème à régler. Donc, est-ce qu'ils veulent collaborer? Est-ce qu'ils veulent se comporter comme une minorité? Parce que dans toute assemblée, il existe une minorité qui se connaît comme minorité, pas pour revendiquer que des droits, mais pour exercer le devoir, les obligations de la minorité. Et ça, on ne voit pas les démocrates faire ça. Lorsque jeudi, il y a 2 jours, pour les débats, pour la mise en place des commissions, par exemple, ils participent à tout, mais ils refusent parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le positionnement qu'ils veulent. Là, je trouve qu'ils sont rentrés dans une phase qui va les desservir. Parce que refuser des postes de secrétaire dans un bureau de commission, parce que, bon, on exige plus, il y a un problème. La loi n'a jamais dit qu'ils doivent nécessairement gagner, prendre la tête d'une commission. Si des pratiques avant, on peut bien certains. Comment eux, ils ont négocié? Comment ils n'ont pas pu négocier? Je me rappelle en 2011, l'Union fait la nation s'est reconnue minoritaire et a négocié avec le FCBE, qui était intransigeant. Et le FCBE, c'est qui? C'est les ancêtres de ceux qui sont là aujourd'hui, qui disent qu'ils sont des démocrates. Donc en 2011, avec 41 députés plus les 12 des affidés, ils ont pris la part du lion. Les gens sont obligés d'aller à la Cour constitutionnelle. La Cour a sorti la décision 1147 que nous a cité aujourd'hui, le jeudi. Or, cette décision n'a jamais dit qu'il faut donner commission nécessairement à l'opposition. Dans le cas d'espèce, le règlement intérieur sur l'article 15.2 a dit le bureau est mis en place après la mise en place du président. Les autres postes, c'est-à-dire que les 2 vice-présidents, les 2 questeurs et les 2 secrétaires parlementaires sont mis en place en essayant autant que faire possible de reproduire la configuration politique. Voilà, bien. Donc, je dis, et la décision 1147 ou bien la décision 02 de janvier 2009 a renvoyé, a parlé de configuration, d'opposition, mouvance, de proportionnalité. Mais
a reconnu en 2011 que les commissions telles que mises en place en 2011 ne violaient pas la Constitution, c'est-à-dire le bureau mis en place avec seulement les députés de l'UP et de FCBE, plus ses alliés. Oui. Donc, bien mis en place ici, ça ne violait pas le règlement intérieur. Déjà, c'est nous qui avons cité cette décision-là. Oui. Je l'évoque pour dire quoi? Oui, pour finir. Lorsque la majorité a laissé un poste au bureau pour la minorité, je dis, ils ont été galants. Le fait de s'arroger peut-être tous les postes des commissions n'est peut-être pas clean, on peut le dire. Mais ils ne sont pas tenus de donner. Ils sont tenus de laisser un poste de bureau. Et ils leur ont laissé des postes qu'ils ont refusé de prendre. Et ils ont refusé de prendre et ils ont vidé les lieux. Pour un parlement nouveau qui se met en place, et on a envie d'avoir des résultats, et c'est là que je vais en venir, je finirai là. Et on a envie d'avoir des résultats. Faire la politique de la chaise vide est mauvais. Parce qu'ils ont déjà participé à tout. Dans les commissions, ils ont désigné, ils ont participé au vote des bureaux des commissions. Il y en a même qui ont été présidents du bureau d'âge. Mais quand vous avez fini de faire tout ça, quitter le Parlement pour la publication des résultats n'a pas de sens. Donc, je pense que l'opposition a un travail. Non, personne peut avoir son temps pour parler. Non, il peut avoir tout son temps, il n'y a pas de souci, mais je finis là. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'opposition fasse beaucoup attention. Sinon, si elle va finir par galvauder une pratique qui va plus étonner quelqu'un. Parce que, comme je l'ai dit, ils ont participé à tout. Et au moment de rendre ça public, ils vident les lieux. Sous un prétexte fallacieux. Et alors qu'ils savent que, si eux-mêmes citent la Cour constitutionnelle, il suffit simplement qu'ils retournent chez la même Cour constitutionnelle. Donc, ils auraient dû utiliser la voie de recours que de quitter les lieux, que de vider les lieux. Moi, je trouve que ça n'a pas été élégant de leur part. Alors, Président Lago, oui. Alors, je voudrais dire deux petites choses. Oui. Deux petites choses et puis on va en finir. Oui. La première, c'est ce que mon confrère a tantôt appelé élément de langage, ceci et cela. Et pour en venir à quoi? Il disait tantôt, et ça c'est ce qu'on entend, hein, que on a constaté que on paye les salaires, même double et tout le reste. Et donc ça, quand Talon est arrivé avec ses réformes, tout s'est remis en place, tout a été corrigé, c'est beau, c'est joli. Même s'il y a quelques petites choses qui ne sont pas bonnes. Hein? Là, je crois qu'il est satisfait. Et j'ai toujours répondu à ce genre de propos, ici même sur ce plateau, qu'en réalité, le Bénin n'est pas né d'hier, ni en 2016, hein, à l'arrivée de Talon. Le Bénin existait, un peuple complet existait depuis la nuit des temps, et beaucoup plus après les indépendances, et mieux encore depuis 90. Et donc, chacun s'est succédé. Enfin, chacun s'est fait succéder. Chacun a fait de son mieux. Voilà. C'est-à-dire, on pose, l'autre vient reposer. Si l'autre n'a pas posé, aujourd'hui, Talon n'aura rien à poser. Absolument pas. Et donc, ne pas reconnaître cette réalité tangible, c'est faire preuve d'économie, de réflexion, sur tout ce qu'on veut. Je rebondis sur la deuxième préoccupation pour dire ceci. Ici, sur ce plateau, je disais, pour un peu reprendre dans nos langues locales, que c'est comme le lion qui s'est retrouvé avec un furoncle ou un abcès à la gorge. On l'opère, le lion va mourir. On laisse le lion avec son abcès, il va mourir. Et c'est le cas, bien avant les élections, je disais ça ici, que les opposants iront. Je ne suis plus. Qui suis-je pour leur conseiller de ne pas y aller? Ils iront, mais ils vont en faire les frais. S'ils n'y vont pas, exactement comme mon confrère disait tantôt, qu'ils n'ont pas été galants, ils n'ont pas été élégants. Pourquoi partir? On leur trouvera d'inélégance, comme ce n'est pas permis, si jamais ils avaient raté ces élections qui étaient déjà leur mise à mort. Et donc, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. C'est-à-dire, ils restaient en salle, quelqu'un se trouverait pour leur dire, ils se sont mal comportés. Ils sortent, on leur dira qu'ils se sont mal. Je dis quelqu'un, tout le monde ne partage pas votre opinion. Et donc, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Enfin, qu'ils collaborent, mais qu'ils ne soient pas des collabos. Ah ben, on peut collaborer sans être collabo au sens de la Seconde Guerre mondiale et tout ce qu'on veut. Merci. Et donc, c'est ce que moi je voudrais dire pour constater qu'ils sont dans une situation, ils sont dans un dilemme aujourd'hui, de par leur minorité, du fait d'avoir
décidé d'aller aux élections. C'était une bonne chose, c'était une très mauvaise chose aussi également. Et donc, ils vont assumer. Merci à vous, Père Zoanago, pour ces opinions. Alors, nous allons évoluer. 30 secondes chrono. C'est la même chose, nous disons la même chose. Il a dit, c'est l'histoire du lion, du phéroc. Je dis c'est la même chose également que... non, le Bénin a toujours existé. C'est la même chose. La minorité parlementaire a toujours existé. Dans les grandes démocraties comme dans les petites démocraties. Oui, mais quand on dit depuis 60 ans, on n'a jamais vu. Depuis 60 ans, le pays n'a jamais marché comme ça. C'est comme si on dormait. D'accord. Non, je vous donne ce pays a toujours marché. Je vous donne acte. Gardez ça. Mais je dis aussi, la minorité parlementaire n'est pas une invention. Elle doit rester à sa place. Donc, il ne faut pas qu'elle soit fantasque. En croyant que c'est nouveau, que le peuple c'est lui. Une minorité est une minorité, elle n'est pas une majorité. Donc, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Et ça, il faut bien. On tient compte de la minorité, mais la majorité règne et règne en maître. À la petite Napoléon Mafoïkan, je reste avec vous pour poursuivre dans le débat. Nous allons fermer cette page à l'Assemblée nationale, mais on saurait en parler pour ne pas quand même dire un mot par rapport à deux confrères, deux journalistes qui sont quand même élus députés, Charles Tokor, Malik Seibou-Gominan, qui sont aujourd'hui députés. Le président de la République, Patrice Talon, lors de la présentation de vœux, a souhaité des réformes pour la presse locale. Aujourd'hui, deux diplodocus de l'arène politique se retrouvent aujourd'hui au Parlement, à la petite Napoléon Mafoïkan. C'est une la palissade. Vos rapports avec Charles Tokor, il se retrouve aujourd'hui au Parlement. Qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, je ne mélange pas les deux. Ce que Jonathan a dit, le fait qu'il se retrouve au Parlement. Malik Komina, quand vous prenez son circuit, son cursus, c'est un homme politique. Il est militant étudiant, journaliste, homme d'affaires, chef d'entreprise, le groupe de presse Fraternité, homme politique. Il s'est retrouvé maire de Djougou et il est aujourd'hui au Parlement. Donc c'est un système. Vous prenez Charles Tokor, même chose. Chef de militant étudiant, chef d'entreprise, il en a beaucoup. Il en a. Il a inauguré tout récemment son lycée agricole. Il a une ferme, KDK. Il a des restaurants. Il a donc chef d'entreprise, patron du groupe de presse de matinale. Il a fait son cheminement politique. Il est militant de Patrice Talon. D'abord, militant d'abord de Patrice Talon. Hein. On peut dire que c'est un des gens que moi je frotte avec Charles depuis des années. Je sais, il me parle de Patrice Talon depuis au minimum 25 ans. J'entends son pété, moi j'entends ça depuis au minimum 25 ans. Mais bon, lui, il était proche, moi je ne connais pas trop. Donc, c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est leur militantisme qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Les réformes, c'est une autre chose. Et les réformes, il était temps. Mais lorsqu'on sait que les députés initient... Non, moi je salue le cheminement de ces deux, et c'est pas eux. Il faut ajouter Cécile Aoumenou, qui est notre doyenne et technicienne, vice-présidente de la HAC, qui est aussi là. Il ne faut pas oublier qu'elle est là. Chantal Aïe, qui est communicatrice par ailleurs. Donc je pense que plus on en aura, plus leur voix tonnera, ou leurs voix tonneront lorsque des cuidames totalement étrangères à la profession vont vouloir dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Parce qu'on a connu des parlements où les médias ne sont pas toujours aux bonnes loges. Donc, leur présence, moi, me rassure. Et là, je salue par ailleurs l'élection de Malik Komina comme vice-président du groupe parlementaire, le bloc républicain. Je pense que c'est pour lui un bel accomplissement et j'espère pour lui que le meilleur reste à venir. Les réformes, par contre, il faut les mettre de l'autre côté. On aura l'occasion peut-être d'en reparler parce qu'on en a énormément besoin. Et c'est l'occasion pour moi de saluer la mémoire d'un aîné, ancien conseiller à la HAC, magistrat, qui nous a quittés de manière impromptue, même s'il n'est pas si jeune que ça. Mais quand même, je pense qu'il avait encore des années à vivre, hein, je sais pas, le bon Dieu. Un homme, franchement, un épicurien particulier. Que, curieusement, personne nous a amené dans l'arène des États généraux lorsqu'on cherchait un juriste. À l'époque, là, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui, William Aliko, pour ne pas le citer, ancien membre du Conseil national de l'audiovisuel et de la communication, et donc membre de la première mandature de la... Et il a quitté il y a quelques jours, je voudrais le saluer, comme vous parlez de la profession. Tout à fait. Je pense que moi, je salue sa mémoire et je salue ce qu'il nous a aidé à faire au niveau des États généraux, comité préparatoire, comité de suivi. Il a été vraiment très, très utile pour nous. Nous n'avons pas souvent l'occasion de rendre hommage aux nôtres. Je pense que je voudrais saluer sa mémoire par ailleurs. Je m'incline devant la mémoire de ce grand homme, juriste accompli, magistrat de son État, et qui nous a beaucoup aidés et nous a accompagnés sur ces
route escarpée. Ça, je dis exactement ce que dit le Conseil. Merci pour tout ce qu'il nous a fait. Voilà. Oui, Oui, c'était la question. C'était Malik et Charles Tokor et tous les autres qui ont été. C'est vrai, ils ne sont pas les premiers à fouler. Il y a Zachary Yolou. Oui, voilà, on en a connu. Bon, et je voudrais pas faire donner un coup de pied dans les mandatures de la HAC, mais c'est vrai, vous avez beau avoir vos confrères qui sont là-bas, ils sont un certain nombre. Hein. Et si vous pensez qu'il vous suffit de partir avec un projet de test ou tout ce que vous voulez, et non, ça va faire flop. Mais je suis certain d'une chose, s'il devrait y avoir des réformes que les journalistes vont appuyer ou les fêtiers vont appuyer, ils rencontreront des voix au-delà de Charles Tokor et de Malik, ils vont rencontrer forcément des voix qui partagent les réalités que nous avons et qui vont pouvoir peut-être soutenir ces démarches-là. Mais une fois, je voudrais souhaiter aux uns et aux autres, de nos confrères qui sont là-bas, de faire un bon parcours et de pouvoir valablement rappeler d'où ils sont partis, quoi qu'on dise. Merci à vous, Père Zanago. Nous sommes très, très pris par le temps. Un petit commentaire sur la mise en vente aux enchères des 18 immeubles de Sébastien Jaman. Bon, écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire donc? Je voudrais simplement souhaiter que si tout ce que nous observons depuis un certain temps concernant que ce soit Sébastien Javon ou d'autres, et que le petit peuple estime que c'est de l'injustice, c'est de l'acharnement ou de tout ce qu'on veut, je voudrais souhaiter que tout ceci, que ce ne soit que véritablement ce qui doit se faire en de pareils cas. Deuxième souhait, que si c'est le cas et que ce qui est en train de se faire ne l'est pas parce que quelqu'un en veut à quelqu'un n'a pas voulu, peut-être que quelqu'un n'a pas, la tête de quelqu'un ne plaît pas à quelqu'un, si ce n'est vraiment pas ça, que cela continue donc. Que cela continue au-delà de Patrice Talon et que cela soit fait exactement comme ça, même quand Patrice Talon ne sera pas au pouvoir. Parce que ça aussi arrivera un jour, il ne sera plus au pouvoir. Là, ça va démentir ceux qui pensent que Patrice Talon le fait parce qu'il en veut à Javon et tout le reste. Je voudrais croire que c'est comme ça que ça doit se faire. Je voudrais croire sincèrement que tout ce qui se passe et qui ressemble à de l'acharnement, qui ressemble à tout ce qu'on veut, chasse aux sorciers et tout le reste, que ce ne soit pas vrai, que ce soit réellement ce qui se fait dans des pays qui se respectent, avec des hommes d'affaires qu'on respecte ou qu'on ne respecte pas, que ça doit être dans les normes et que ces normes soient reconduites, qui que ce soit en face au pouvoir. Agapé Maforican, sur cette actualité, pour conclure. Oui, ailleurs, personne n'aurait commenté ça parce que ça fait partie du travail de la justice. Sous les tropiques, on le commente parce qu'on n'a pas encore la culture de la démocratie. Moi, je rêve de cette démocratie que nous appréhenderons tous ensemble, qui soit proche de nous. Pas un parlement qu'on va tout dire. Quand on est mélodien, on va dire que les autres sont godillots. Et quand on est à leur place, on va faire la même chose. Pas une justice que quand elle tranche à notre faveur, on est content. Quand elle nous condamne, on est grincheux. Pas une administration fiscale. Lorsque on profite des largesses, on est heureux. Et puis lorsque elle nous ramène à la réalité, on se fâche. Donc, moi, je voudrais cette démocratie que nous partageons, qui s'approche de nous. Un peu comme où à Abomey, personne ne contestait l'hégémonie du roi et de la dynastie royale, comme à Porte-Nouveau. Le royaume de Porte-Nouveau fonctionnait comme il fonctionnait, très bien avec ses règles. Et on n'était pas on n'était pas je sais pas quoi, on n'était pas des pestiférés, nous ne sommes pas des gens qui vivaient hors normes, on avait nos normes. Je ne vous demande pas qu'on retourne aux royautés, mais j'ai vu la reine d'Angleterre mourir, et enterré, sans qu'il y ait élection, son fils a succédé. J'ai vu les premiers ministres britanniques démissionner sans qu'il y ait élection, et pourtant, il y a le gouvernement qui tourne là-bas avec de nouveaux premiers ministres. Il y en a eu 2 en moins d'1 an, ou en moins de 2 ans, sans élection législative. C'est-à-dire quoi? Un peuple a les institutions qu'il mérite. Vivement qu'en Afrique, au Bénin, nous ayons enfin des institutions que nous appréhendons tous et qui vont être proches de nous pour que leur délibération, qu'on ne soit pas toujours méfiant et à avoir à commenter ce qu'ils disent comme ce qu'ils délibèrent. Voilà un peu le problème dans lequel la quadrature du siècle, c'est un peu cette affaire de Furoncle et de Lyon. J'aime bien cette anecdote-là, parce que c'est la même chose. On est dans une démocratie où ça dépend de votre position. Et quand il n'y a plus de position, quoi. Dès que vous prenez une position, vous regardez, soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Soit vous êtes payé pour dire, soit vous êtes payé pour être contre quelqu'un. Donc, vous voyez,
Tu es ainsi, moi je n'ai pas à me prononcer sur cette Merci. affaire. Je laisse À la vous. justice faire son travail. Et bon, comme l'a dit Perzo, si c'est ça que la justice doit faire et elle le fait, ben, tant mieux. Si c'est pas ça, si c'est dommage, voilà, c'est tout. Merci à vous, Agapit Napoléon Africain. Merci également à Perzo Anago. Merci à tout un chacun. Merci à vous qui accordez une grande fidélité à ce programme télé sur ESAE TV. Sans vous, nous ne sommes rien. Merci de nous donner ce courage de toujours continuer à vous donner de bons débats. Chers amis internautes, c'était à l'instant Info Hebdo de ce samedi. On se retrouve samedi prochain pour notre numéro d'émission de Info Hebdo. Mais avant cela, on se retrouve demain pour l'invité.